Je m'appelle Thomas, j'ai 42 ans. Et avant ce jour-là, je ne croyais ni aux miracles, ni aux choses qu'on ne peut pas expliquer. J'étais rationnel, cartésien, les pieds sur terre. Mais tout ça a volé en éclats à cause ou grâce à mes deux filles. Clara, ma fille aînée, avait 11 ans. Vive, intelligente, pleine de vie. Et puis il y a Elina, la petite dernière, 7 ans, toujours douce, toujours calme, avec ce regard qui semblait voir au-delà des apparences. Un lundi matin, ma vie a basculé. Clara a eu un accident de voiture alors qu'elle rentrait de l'école avec sa baby-sitter. Un chauffard les a percutés à un croisement. Elle a été conduite d'urgence à l'hôpital, inconsciente. Traumatisme crânien. Coma profond. Les médecins ont secoué la tête quand je leur ai demandé si elle allait s'en sortir. Ils ont parlé de probabilité, de pourcentage, mais moi, je voyais seulement ma fille, allongée, immobile, branchée à des machines. Je passais mes journées à son chevet. Et un jour, Elina m'a dit qu'elle voulait venir. Je ne savais pas si c'était une bonne idée. Elle était si petite, mais elle a insisté. Elle est entrée dans la chambre, toute simple, toute tranquille. Elle a tiré une chaise, s'est mise près du lit, et sans rien dire, elle a posé doucement sa main sur le front de Clara. Puis elle a murmuré. « Clara, je sais que tu dors, mais je suis là. Je t'attends. Je t'aime. » J'ai été saisi. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le moniteur cardiaque a fait un petit bond. Juste un sursaut, un bip, un peu plus rapide que les autres. Moi, j'ai cru que j'avais rêvé. Mais l'infirmier de garde est entré, l'air inquiet, et m'a demandé. Quelqu'un lui a parlé? J'ai dit oui, un peu ému. Il a regardé Elina et n'a rien dit. Mais je voyais dans ses yeux qu'il pensait la même chose que moi, il se passait quelque chose. Dès ce jour-là, Elina a voulu revenir tous les jours. Elle s'asseyait à côté de Clara, lui racontait sa journée, chantait des chansons qu'elles aimaient, lui lisait des histoires. Elle posait sa main sur son front, toujours au même endroit. Et peu à peu, Clara a commencé à réagir. Une larme, un mouvement des doigts, un frémissement des lèvres. Je n'osais pas y croire. Mais c'était réel. Les médecins eux-mêmes étaient bouleversés. Personne ne comprenait vraiment, mais tous voyaient l'évolution. Et ce qui me frappait le plus, c'était qu'Elina n'était jamais étonnée. Comme si, pour elle, c'était normal. Comme si elle savait que sa sœur l'entendait, qu'elle l'attendait. Un soir, une infirmière m'a interpellé à l'entrée de la chambre. Elle s'appelait Aïcha. Elle m'a dit, « Monsieur Lemoine, je dois vous dire quelque chose. Votre fille, Elina, elle ne vient pas seulement pour sa sœur. Elle entre parfois dans les autres chambres. Des patients en fin de vie, des enfants malades. Elle leur tient la main. Elle leur parle. Et après son passage, certains dorment paisiblement. D'autres se calment. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle apporte quelque chose. J'ai été frappé. Je ne savais pas quoi dire. Ma fille, soulager des malades sans que je le sache, j'ai voulu en savoir plus. En rentrant chez nous ce soir-là, j'ai fouillé un peu dans sa chambre. Non pas pour la trahir, mais pour comprendre. Et dans un tiroir, j'ai trouvé un petit carnet rose avec des dessins d'enfants. À l'intérieur, il y avait des prénoms, des dates, des petits mots. Monsieur Jean a souri. Madame Louise ne tremblait plus. Je sens la chaleur dans ma main quand je pose la paume sur leur tête. J'ai eu les larmes aux yeux. Ma fille avait un don. Un vrai don. Mais elle n'en parlait à personne. C'était juste naturel pour elle. Quelques jours plus tard, alors que Clara montrait enfin de vrais signes d'éveil, elle a fait une rechute. Son cœur s'est emballé, elle a dû être intubée d'urgence. Les médecins étaient inquiets. Très inquiets. On m'a demandé de me préparer à l'éventualité la plus difficile. Mais Elina, elle, est restée calme. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Papa, je dois rester cette nuit. » Elle m'appelle. Elle a peur. Je n'ai pas eu la force de lui dire non. Elle s'est installée à côté de Clara, a pris sa main et s'est endormie avec elle. À 3h12 du matin, Clara a ouvert les yeux. Je m'en souviens comme si c'était maintenant. Elle a cligné doucement des paupières, a tourné la tête vers Elina et a murmuré d'une voix presque éteinte. « Eli, na !» Je suis entré en courant. J'ai pleuré. J'ai crié. J'ai remercié Dieu, l'univers, peu importe. Ma fille était revenue. Et c'était grâce à sa petite sœur. Grâce à son amour. À cette chose mystérieuse qu'elle portait en elle. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la mère de ma défunte épouse. Elle m'a dit qu'elle devait me parler. Que ce qu'Elina faisait n'était pas un hasard. Elle m'a raconté que Léa, ma femme,
avait un don elle aussi. Depuis petite, elle ressentait les émotions des autres. Elle savait consoler, soulager, guérir. Elle n'en avait jamais fait un métier. Mais elle avait ce don silencieux qu'elle avait caché au monde. Sauf à sa mère. Elina avait hérité de ça. Mais en plus fort, plus instinctif. Et je ne l'avais jamais vue. Aujourd'hui, Clara est en pleine forme. Elle a repris l'école. Elle sourit. Elle vit. Et Elina continue de rendre visite à des patients, discrètement, humblement. Chaque semaine, elle va à l'hôpital, avec un carnet neuf et des crayons. Et elle s'assoit auprès de ceux qui souffrent, comme elle l'a fait pour sa sœur. Je regarde mes filles, et je me dis que j'ai eu la chance de voir quelque chose d'unique. Quelque chose qu'aucune science n'explique vraiment. Le pouvoir de l'amour pur. De la connexion entre les âmes. Et cette lumière, que certains portent en silence. Et si un jour, dans un hôpital, vous croisez une petite fille qui pose doucement sa main sur le front d'un patient, peut-être que ce sera Elina. Et si c'est elle, alors croyez-moi, tout peut arriver. Depuis le réveil de Clara, notre vie a changé. Pas seulement parce qu'elle a survécu, mais parce qu'elle a vu, elle aussi. Ce qu'elle m'a raconté quelques jours après son réveil m'a glacé le sang et rempli le cœur en même temps. Allongée dans son lit, avec encore une perfusion au bras, Clara m'a regardé et a dit doucement. « Papa, j'étais dans un endroit bizarre. Tout était flou. Il y avait de la lumière, mais je n'avais pas peur. Et j'entendais. Elina. Tout le temps. Même quand vous pensiez que je ne pouvais rien entendre. Elle m'a dit que parfois, dans son coma, elle voulait revenir, mais c'était comme si son corps était trop lourd. Puis, à un moment, elle a senti une chaleur douce sur son front. Et là, elle a entendu très clairement. « Reviens, Clara. Je t'attends. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Papa, c'est sa main. C'est sa main qui m'a ramené. » À ce moment-là, je n'ai pas su quoi dire. Je n'avais pas de réponse. Mais une certitude grandissait en moi. Il fallait protéger Elina et l'aider à comprendre ce qu'elle était vraiment. Un soir, j'ai pris Elina à part. On s'est assis sur la terrasse, elle buvait son chocolat chaud, et je lui ai demandé doucement. « Elina, tu sais que ce que tu fais avec les gens malades, c'est spécial, n'est-ce pas ?» Elle a haussé les épaules, toute simple. « C'est juste que je sens quand ils ont mal. Et si je pose la main, ils ont moins peur. C'est tout. » Elle n'en faisait pas un mystère. Pour elle, c'était comme respirer. Et puis, elle m'a demandé quelque chose d'étrange. « Est-ce que je peux aller voir Monsieur Paul ?» Je ne savais pas qui c'était. Elle m'a expliqué que c'était un vieux monsieur qu'elle avait vu à l'hôpital, assis tout seul dans une chambre. Il ne parlait à personne. Il regardait juste par la fenêtre. Je l'ai accompagné le lendemain. On a demandé au personnel, et on a trouvé Monsieur Paul. 86 ans. Ancien pianiste. Plus de famille. Il ne parlait plus depuis des mois. Elina est entrée doucement, sans bruit. Elle s'est approchée de lui a pris la main, et s'est mise à chanter une petite mélodie que Clara lui chantait quand elle était bébé. C'était doux, presque imperceptible. Et là, Monsieur Paul a cligné des yeux. Puis il a tourné la tête. Une larme a roulé sur sa joue. Et d'une voix fragile, à peine audible, il a murmuré. C'est la même chanson que ma femme me chantait en 1963. L'infirmière a couvert sa bouche, choquée. Moi, j'étais bouleversé. Une semaine plus tard, Monsieur Paul jouait à nouveau quelques notes de piano sur un clavier électronique. Elina venait l'écouter. Et elle souriait. Je comprenais maintenant. Ma fille avait un rôle à jouer dans ce monde. Alors j'ai pris une décision. Une grande décision. J'ai quitté mon travail de directeur financier dans une entreprise où je m'éteignais peu à peu. J'ai fondé une petite association, Les Mains de Lumière, pour accompagner les enfants en hôpital avec des visites, de la musique, des histoires. Elina en est le cœur, mais d'autres enfants se sont joints à elle. Et Clara, elle aussi, a voulu aider. Elle a commencé à écrire des histoires pour les petits malades. Elle les envoie sous forme de lettres. Et parfois, elle accompagne sa sœur pour les lire à voix haute. Ensemble, elles forment un duo que les médecins appellent les sœurs miraculeuses. Ce n'est pas une magie. C'est juste de l'amour, de la douceur, de la présence. Et ça, personne ne peut vraiment l'expliquer. Un jour, un journaliste est venu faire un reportage. Il a demandé à Elina, « Tu veux devenir docteur quand tu seras grande ?» Elle a répondu, tout simplement, « Non, je veux juste être là où on m'attend. » Je n'ai rien ajouté, parce qu'elle avait tout dit. Et si vous êtes en train d'écouter cette histoire, sachez une chose. Parfois, les plus grands miracles ne viennent pas des laboratoires, ni des médicaments.
Ils viennent du cœur pur d'une enfant qui tend la main, d'une voix qui murmure qu'on n'est pas seul, d'un geste, d'une chanson, d'un regard. Moi, j'ai vu ma fille renaître, et j'ai vu ma plus jeune guérir, bien au-delà des blessures visibles. Si vous croisez un jour une petite fille qui prend la main d'un inconnu à l'hôpital, peut-être que ce sera Elina. Et si c'est elle, alors sachez que l'espoir vient d'entrer dans la pièce.